Bonjour les cosmologues en culotte courte, bienvenue sur la chaîne de Pascal Tréfingui et des youtubeurs parce que c'est notre chaîne à nous, à vous, moi, l'équipe, ou plutôt vous, l'équipe, moi. Donc si vous n'êtes pas déjà inscrit, ben faites-le, c'est ici que ça se passe. Si vous voulez faire des likes, faites-en, hein, vous avez le droit qu'à un. Puis si vous faites des dislikes, je vous envoie Maurice, c'est clair? Bon. Alors ça c'est un running gag pour les nouveaux. En fait Maurice c'est un agent qu'il est toujours gay, qu'il est jamais triste, qu'il est surtout il était Mossad avant, mais maintenant qu'il est retraité, il est toujours gay, il est jamais triste, il est toujours heureux Maurice. Voilà, on fera faire un petit tour à Maurice sans doute la semaine prochaine. Il frappe à la porte comme ça, il dit mon fils. Donc on le fera un petit peu parler. Maurice il a des choses à nous dire sur le coronavirus. Moi je peux pas le dire. Il y a que Maurice qui peut les dire. Donc Maurice vous les dira je pense. Il m'a passé plusieurs coups de téléphone et il m'a dit Pascal, je voudrais dire quelque chose à ton public. J'ai dit die. Il a dit oui, die. Alors Maurice viendra certainement la semaine prochaine. En attendant, aujourd'hui, je vais vous parler d'une chose qui taraude tout le monde. Alors vous savez que je suis passé sur France 2. J'ai tourné pendant 4 heures, il y avait une émission de 90 minutes de Faites entrer l'accusé. Régulièrement, il y a des trolls qui viennent sur le site en disant Pascal, il a été condamné à perpétuité pour assassinat, dadadi, dadada, il baisait avec son père, etc. À chaque fois, on croit m'atteindre en m'envoyant une brouette de merde, mais manque de peau pour les trolls, soit... c'est des trolls caniches qui se masturbent dans mes chaussettes. C'est pas des très grands trolls, en tout cas pas très puissants. Ou alors, eh bien, tout simplement, ils essayent d'illusionner les gens. Et de toute façon, je suis habitué. Hein, pendant 4 ans, j'ai fait la une des journaux en Allemagne, au Luxembourg, en Belgique, dans l'est de la France, en Suisse. Donc mon affaire elle était très connue, plus connue en Allemagne d'ailleurs. Hein, c'est passé sur RTL Deutschland, RTL Luxembourg. C'est passé sur les chaînes belges. Il y a eu plusieurs émissions qui ont été consacrées en luxembourgeois, en allemand, en français sur plusieurs chaînes de télévision. Donc c'est un petit peu moins connu du public francophone, mais le public germanophone me connaît bien. Voilà. Donc aujourd'hui je vais en profiter pour vous raconter de cette action trollistique, pour vous parler de cette affaire. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Évidemment j'ai toutes les preuves. Hein. Alors j'ai écrit 3 livres sur la question. Alors j'ai écrit un premier livre qui s'appelle Le meurtre à la hache de Hassel. Vous voyez, j'écris des petits livres, hein, quand il y a des gens qui disent que je fais des plagiats, j'ai pas de capacité intellectuelle et que mes livres n'apportent rien, ils sont idiots, voilà. Alors pour ça c'était le premier sur cette affaire-là, donc c'est un livre de 470 pages, voilà. Il y en a un deuxième qui est la suite. Alors ici je vous raconte toute l'affaire. Le deuxième c'est torture psychotronique au goulag de Schrassich. Alors Schrassich c'est la prison de Luxembourg, hein, ça s'écrit Schrassig. Torture psychotronique tout simplement parce que pendant 4 ans on m'a laissé dans une cellule qui était destinée aux arrivants, qui était équipée de matériel psychotronique, notamment d'un émetteur de micro-ondes et d'un V2S, Voice to School. Donc c'est une machine qui permet d'affaiblir une personne psychologiquement jusqu'à la rendre complètement dingue, et tout s'explique. Et aussi c'est une machine qui permet de faire des tests de comportement, mais aussi de vous parler directement dans la tête, de vous harceler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pour moi ça a été 4 ans. Voilà. Et il y a un troisième livre qui a été publié et qui s'appelle Le mystère de Hassel, qui est en fait un résumé des 2 premiers. Voilà. Alors soit vous lisez les 2 premiers, soit vous lisez le dernier. Voilà, si ça vous intéresse. Alors il y a aussi des sites internet où vous allez le trouver en PDF, parce que généralement, comme tous les auteurs, il y a des gens qui veulent pas payer les livres, c'est leur droit. Moi, souvent, je veux pas payer les livres, donc je les décharge en PDF, donc je vais pas critiquer chez les autres ce que je fais moi-même. Alors, si vous voulez les acheter, tant mieux, ça me fait vivre. Et si vous voulez les décharger en PDF, ils circulent sur les différentes plateformes de déchargement. Sinon, vous les avez sur Amazon. Et de temps en temps, je fais des promotions au minimum d'Amazon, c'est-à-dire 99 centimes ou 1 euro. Et c'est ce que je ferai après la publication de cette vidéo. Donc dès que vous l'aurez, dans les jours qui vont suivre, eh bien, il y aura une promotion en format Kindle sur ces livres, et je verrai avec Amazon pour abaisser au minimum le tarif du papier. Et là, j'ai moins de prise. Hein. Sur le Kindle, je peux l'amener à 0. Sur le papier, il y a les frais d'impression, les frais d'expédition, et là, c'est pas les amener à 0. Sinon, si je pouvais offrir mes livres, ça serait très volontiers. Voilà. Alors, on va commencer. Bienvenue dans cette matinale de Rio de Janeiro, c'est Pascal Tréfingui avec vous. Aujourd'hui, on va parler de tout, comme tous les jours, mais en particulier du meurtre à la hache de Hassel et de notre pauvre Camille Colbert et de son aventure et de ce qui lui est arrivé malgré mes mises en garde. À tout de suite.
Alors, la première question qu'il faut se poser, c'est qui suis-je et surtout qui étais-je au moment avant cette affaire. Alors, qui étais-je? Alors, j'étais quelqu'un qui avait fait des études de droit, des études de psychologie. J'ai travaillé pour le CNRS, le Centre national de recherche scientifique français, en tant que juriste, c'est-à-dire que je négociais des contrats entre des entreprises multinationales et l'Union européenne, l'ONU et des laboratoires du CNRS. Donc moi j'étais là pour la partie juridique, donc je recevais les contrats, je les analysais et puis je veillais à leur signature, à leur conformité juridique, à leur signature, ainsi que les demandes de subventions qui étaient adressées à l'Union européenne. Donc ça c'était mon travail au Centre national de la recherche scientifique. Alors comme je l'ai dit dans une autre vidéo, quand je me suis rendu compte du niveau de pourriture morale du, du milieu scientifique et des multinationales, j'ai eu envie de faire autre chose. Donc je me suis fait recruter en Nouvelle-Calédonie comme juriste dans une caisse de sécurité sociale, alors qui s'appelait la caisse d'accident. La caisse d'allocation familiale et d'accident du travail. Alors, accident du travail, oui, mais d'allocation familiale, non, puisque c'est une caisse de sécurité sociale, mais bon, visiblement, les Calédoniens n'avaient pas très compris ce que c'était à l'époque de la création, dans les années 50, ce que la différence entre une allocation familiale et une sécurité sociale, mais enfin, peu importe. Donc, j'ai travaillé là, comme juriste, et donc, ma mission, c'était dans les commissions paritaires où il y avait donc des représentants de l'État, des représentants des professionnels de santé, donc les syndicats de médecins, de pharmaciens, de kinésithérapeutes, etc., de servir de greffier et ensuite de représenter l'État dans les opérations de conventionnement des professionnels de santé. Donc les professionnels de santé, ils introduisaient un dossier pour être conventionnés et moi je veillais à ce qu'ils soient, ce dossier soit traité d'un point de vue administratif et qu'ils soient statués sur leur demande auprès de la Caisse de sécurité sociale. Voilà. Alors, quand je me suis aperçu que le milieu médical était aussi pourri que le milieu scientifique et que je me suis intéressé et que j'ai vu de l'intérieur comment fonctionnait Big Pharma et la corruption qu'il y avait dans les organismes de sécurité sociale et la comédie que c'était, notamment une des choses qui m'a poussé à donner ma démission en fait, c'est que il y avait des Mélanésiens, des Kanaks qui vivaient dans des cabanes en terre battue en périphérie de la ville. Donc ils dormaient sur le sol parce qu'ils n'avaient pas de lit. Enfin vraiment, ils vivaient dans des conditions à l'ancienne, des personnes âgées, un monsieur de 70 ans. Et en fait, 3 fois par semaine, on payait un taxi pour aller le chercher chez lui, pour lui donner des soins de kinésithérapie, et il était hospitalisé régulièrement. Donc cette situation, elle était due au fait qu'il avait des conditions très précaires de vie, où il vivait dans un bidonville. Donc ça m'a, quand j'ai été amené à contrôler, puisque j'étais aussi amené à superviser quelquefois les contrôles en tant que juriste, quand il y avait des contrôles, puisque les praticiens de santé sont quelquefois des voleurs. Hein. On a des kinés, des médecins qui font des faux actes. Par exemple, un médecin qui va entrer dans une maison de retraite chaque semaine, qui va faire 40 ordonnances, 40 visites médicales le même jour en 1 heure. Voilà. Donc, on veillait en fait à ce qu'il n'y ait pas trop de pillage de fonds publics, aussi des kinés qui traitent 5 patients en même temps. Donc, quelquefois, je venais en appui juridique sur ce genre de dossier. Et donc, j'étais amené à enquêter sur une société d'ambulance qui allait donc chercher les gens dans les bidonvilles pour les amener se faire soigner en ville. Alors comme on pouvait choisir son thérapeute soi-même, les gens n'allaient pas au thérapeute d'à côté. Ils faisaient 80 à 100 km pour venir se faire soigner à Nouméa, aux frais de la caisse de sécurité sociale, tout simplement parce que les chauffeurs les entreprises de taxi et d'ambulance qui les amenaient vers la ville équipaient des minibus, facturaient chaque personne comme si elle avait été acheminée par un taxi individuel, et pour attirer la clientèle, ils offraient des télévisions. Voilà, bienvenue dans le monde du capitalisme et de la moralité. Donc, quand j'ai pris connaissance en fait de ce dossier, je me suis intéressé en particulier au cas de ce monsieur qui habitait à 80 km du centre de Nouméa, dans un bidonville, et de sa situation précaire et vu la caisse de sécurité sociale dépensait beaucoup d'argent pour le soigner. Et en fait, j'ai pris la décision de lui offrir un lit, tout simplement. Ce qui a été très critiqué d'ailleurs dans mon travail. On m'a demandé de quoi je me mêlais, qu'il y avait des services sociaux, etc. Donc moi j'ai pris l'initiative de contacter ce monsieur, d'aller le visiter, de lui expliquer la problématique qu'il y avait pour la caisse de sécurité sociale le concernant, que je réalisais une enquête sur la société d'ambulance qui profitait de sa misère. Et quand j'ai vu la misère dans laquelle il était, il avait sa télévision flambant neuf, hein, bien sûr, mais j'ai décidé de lui acheter un lit. Donc je lui ai acheté un lit, je lui ai installé son lit. Donc ça n'a pas du tout plu à mon employeur, on m'a un peu mis à l'amende. Donc j'ai décidé de partir, de rentrer en France et puis d'ouvrir une librairie ésotérique avec un soin de thérapie holistique. Voilà. Et puis ensuite j'ai été amené donc à partir au Luxembourg pour suivre des cours dans un institut bouddhiste tibétain. Et puis j'ai ouvert mon propre institut tibétain
Et puis j'ai repris du travail à côté. Alors j'ai travaillé dans une Fnac, genre Fnac en fait, pendant pas mal de temps, comme libraire. Donc il y avait 4 magasins et j'étais responsable pour les 4 magasins des rayons psychologie, ésotérisme, médecine, développement personnel, etc. Donc c'était bien parce que ça m'amenait à feuilleter, à lire, à voir les résumés de tous les livres qui étaient publiés en français, en allemand, en anglais, en espagnol et en portugais. Donc c'était pas mal pour moi, ça m'a apporté beaucoup, c'est une période de ma vie qui m'a apporté beaucoup sur le plan intellectuel. Alors oui, les libraires livrent les livres qui sont en vente dans les librairies, oui, parce que si on veut les conseiller, pouvoir les lire ou au moins les feuilleter. Et puis ensuite, donc j'ai été recruté comme chef du personnel dans une petite clinique privée d'une vingtaine de salariés qui faisaient médecine générale, médecine spécialiste, radiographie, traitement d'endermologie, etc., où j'étais chef du personnel. Et lorsque j'étais chef du personnel, donc j'ai rencontré un des patients qui était Monsieur Colbert. Alors, Monsieur Colbert, c'était un des anciens fondés de pouvoir et fondateurs de la banque Clearstream, donc la fameuse banque Clearstream avec le scandale des comptes. Je vous renvoie au travail du journaliste Denis Robert. Donc c'était la boîte noire de la corruption. Toute l'élite mondialiste recevait de l'argent. En fait, bon, ça a été assez médiatisé sur le sujet. Je vous renvoie à Le Média notamment. Donc Denis Robert qui était journaliste à l'époque. Et tiens, voilà Mistigris. Alors Mistigris, comment vas-tu, mon Mistigris? Ça va, petit chien? Bébé, oh, les petits chiens. Alors voilà, donc je vous renvoie au livre au travail de Denis Robert. Donc j'ai rencontré Monsieur Colbert qui était mon patient. Et puis donc il m'a demandé d'intervenir sur ses dossiers juridiques en amont de son avocat. Donc j'ai aidé pendant pas mal de temps, tous les week-ends, samedi, dimanche. Comme j'étais célibataire, j'allais donc lui donner un coup de main pour monter tous ses dossiers juridiques en amont de son avocat parce qu'il avait beaucoup de procès. Alors aussi bien en matière commerciale qu'en matière civile. Notamment de droit de la sécurité sociale, il avait un gros contentieux avec sa caisse de sécurité sociale, et puis en matière civile, puis en matière commerciale, alors il avait plusieurs affaires où il avait donc des problèmes de droit commercial, qui étaient donc amenés à plaider pour lui au tribunal 2 à 3 fois par mois. Donc au Luxembourg, on peut plaider au tribunal sans être avocat, il suffit d'être salarié de la personne que l'on défend. Donc et ça marche qu'en droit commercial. Donc je me suis retrouvé dans une fonction d'avocat de droit commercial pendant plusieurs années où j'ai plaidé tous ces dossiers. Et j'étais d'ailleurs très apprécié des juges qui me connaissaient bien pour le sérieux de mes dossiers et pour mes pitres. Alors mes dossiers étaient très sérieux, mais j'aimais bien faire le clown. Donc les juges adoraient traiter mes dossiers parce qu'ils étaient très bien faits, tout était très bien préparé. Je préparais tout leur jugement. Souvent mes conclusions étaient recopiées par les juges parce que je formulais mes conclusions d'avocat sous la forme d'un jugement. Ce qu'apprécient les juges parce que ça facilite leur travail. Et donc je le faisais, comme j'étais un petit-fils de magistrat, donc je viens d'une famille de magistrats, de juristes, d'avocats, de juges. Et puis donc je les faisais bien rire avec des blagues, je fais toujours des blagues vaseuses, donc les juges aimaient bien, surtout quand on parle plusieurs langues et qu'on fait des blagues dans toutes les langues, les juges adorent au Luxembourg. On a de très très bons juges à Luxembourg, il y a une très bonne justice à Luxembourg, la justice luxembourgeoise c'est une justice qui est de très haut niveau, à quelques exceptions près, et on en parlera juste après. Donc voilà, donc c'est comme ça que j'ai connu Monsieur Colbert, et puis au bout d'un moment j'avais tellement de travail avec lui que j'ai fini par quitter mon travail dans la clinique pour aller travailler avec lui à plein temps. Alors j'ai travaillé avec lui à plein temps pendant 6 mois, j'avais un logement de fonction, une voiture de fonction, j'étais bien payé, je gagnais presque 10 000 euros par mois. Et puis en plus du logement et de la voiture, et puis je voyageais pas mal, enfin j'étais dans plein d'endroits avec lui, je lui servais d'assistant personnel, d'assistant juridique. Puis à force de vivre ensemble, il a fini par m'avouer en fait qu'il m'aimait, qu'il était amoureux de moi. Alors moi j'en voulais pas parce qu'il avait presque 30 ans de plus que moi, et il était très gentil, mais vraiment pas beau. Et il avait été un bel homme dans le passé, mais il était vraiment pas Jojo, quoi. Donc moi j'avais la quarantaine, pardon, lui il avait pas loin de 69 ans, donc voilà, c'était un sacré écart. Et puis en fait, il a fini par m'avoir à l'usure, et ce que j'ai pas regretté d'ailleurs, parce que j'ai vécu des instants très très chouettes, j'ai vécu une très chouette vie avec lui, jusqu'à ce que sa famille s'en mêle. Et pas seulement sa famille, mais aussi la police, puisque derrière sa famille, et en particulier son frère, il y avait donc la police luxembourgeoise, pour les raisons que je vais vous indiquer à la suite. Alors Camille, après donc Monsieur Colbert, Camille Colbert, donc qui était d'abord mon employeur, ensuite qui est devenu mon amant, parce qu'il n'y avait pas de mariage gay à Luxembourg à l'époque. C'est le cas maintenant, mais à l'époque non.
Donc j'ai commencé à travailler pour lui, et puis il s'est confié de plus en plus, on est devenu de plus en plus proches, jusqu'à avoir une relation intime ensemble. Alors j'ai donné ma démission pour ne pas faire double emploi, parce que je trouvais très mal, ça me mettait mal à l'aise d'être à la fois son employeur, qu'il soit mon employeur et mon amant. Donc je lui ai demandé de me licencier, ce qu'il a fait. Et donc j'ai juste demandé de payer ma sécurité sociale, donc de me déclarer sur un emploi comment dire, d'assistant dans la maison, hein, de gouvernant, mais juste de payer ma sécurité sociale et de ne pas me payer de salaire, ce qu'il a fait d'ailleurs pendant 3 ans, à ma demande. Donc ce qui s'est passé, bon alors après il couvrait mes frais, hein, ce dont j'avais besoin, je lui ai demandé, comme dans n'importe quel couple. Alors je continue à travailler évidemment, j'ai géré toutes ces affaires, hein, c'était plus de 10 entreprises, au total environ 300 salariés. Une grande maison de 1600 mètres carrés dans un parc de 50 hectares avec 2 employés de maison, une ferme, des bois, donc c'était quand même un lourd travail, hein, c'était 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 pratiquement, donc avec pas beaucoup de congés, mais j'étais quand même très heureux, c'était un moment très agréable de mon existence. Et puis il a commencé à me confier des choses, notamment, il faut savoir qu'au Luxembourg, à la fin des années 80, début des années 90, il y a un certain nombre d'attentats, une quarantaine d'attentats qui ont été commis contre les installations luxembourgeoises. Alors on comprenait pas d'où venaient ces attentats terroristes, qui faisaient ces attentats terroristes, ça pétait partout. Luxembourg était en pleine mutation puisqu'on passait de l'industrie sidérurgique au secteur bancaire, on se demandait bien qui faisait sauter ces bombes. Alors le fait est qu'à l'époque, Camille, il avait changé de banque, il travaillait dans la Bayerische Landesbank, où il était International Credit Officer, c'est-à-dire il assurait la gestion des crédits internationaux, c'est-à-dire par exemple l'Union soviétique à l'époque empruntait de l'argent à la banque Rothschild ou à la banque Rockefeller ou d'autres grandes banques qui avaient un siège à Luxembourg. Donc par exemple ce qu'il faut savoir c'est que tout l'effort de nucléarisation de l'Union soviétique, elle a été payée par Wall Street, hein. C'est Wall Street qui a financé à crédit l'armement de l'Union soviétique. L'Union soviétique donc se fournissait à crédit pour entretenir son arsenal militaire à l'ouest et payer des intérêts colossaux au Rothschild. Donc vous voyez à nouveau les Illuminati, le jeu qu'ont joué ces gens-là, puisque c'était eux qui finançaient l'effort de guerre soviétique et leur paranoïa. Donc encore une fois, voilà la façon dont le monde et la souffrance des peuples est administré par cette élite, par cette clique, hein, cette pseudo-élite. Et puis à cette époque-là, en fait, il y a une personne qui a été introduite dans sa banque et lui était donc président il était président de la représentation syndicale. Et donc la chef du personnel a attiré son attention sur la difficulté qu'elle avait avec un monsieur qui avait été employé, qui avait été embauché, mais qui était jamais dans son bureau. Et en fait, il s'est avéré que c'était un agent de l'OTAN, donc très certainement du réseau Gladio, donc du réseau de la CIA en Europe, qui en Italie avait commis des attentats terroristes. Donc tous les attentats terroristes qui ont été commis en Italie pendant les années de plomb, ils n'ont pas été faits par les communistes, c'est les Américains qui les ont faits pour décrédibiliser le Parti communiste et la gauche italienne et pour faire que les gens votent à droite en fait. Donc la CIA, dans sa lutte contre le communisme, a fabriqué du terrorisme dans ces années de plomb en Italie. C'est maintenant assez connu, hein, ces réseaux de l'OTAN. C'est la même chose avec le terrorisme islamique, hein, en France comme à l'étranger, qui est financé par les services secrets occidentaux pour terroriser les gens. Alors, à cette époque-là, donc Camille a fait le lien entre cette personne qui était toujours absente les jours d'attentat, et puis il a fini par mener sa petite enquête. Il était très intuitif, et puis il a compris qui il était. En fait, qu'il était un agent sous couverture. C'était un Allemand de l'Est qui avait été échappé à l'Ouest et qui donc était utilisé par les services secrets allemands et qui travaillait en relation avec l'OTAN et avec les Américains, et que c'était lui qui réalisait ces attentats. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, la famille grand-ducale de Luxembourg, elle n'était pas très favorable au passage que Luxembourg devienne ce qu'il est devenu, c'est-à-dire un paradis fiscal et une caisse noire de la finance, et qu'il y a beaucoup de pressions qui se sont exercées sur la famille régnante, notamment ils avaient décidé que Luxembourg serait un laboratoire du Quatrième Reich, c'est-à-dire que la population luxembourgeoise qui était chrétienne, qui était assez arriérés, hein, économiquement et culturellement par rapport aux autres Européens, alors arriérés dans le bon sens, ils étaient restés très catholiques, très monarchistes, très communautaires. Donc c'était d'expérimenter sur ce plus petit peuple d'Europe
ce qu'allait être une entreprise psychotronique. Donc ils ont monté des antennes partout, ils ont commencé à irradier les Luxembourgeois avec des micro-ondes et des suggestions dans les lieux publics pour s'en servir de laboratoire. Donc je vous raconte tout ça sur mon livre sur la psychotronique, l'encyclopédie de la psychotronique, qui a été augmentée avec la fin de l'état de droit. Et puis vous avez le nouveau qui est Targeted Individual. Donc à chaque fois c'est le même livre, mais il y a des ajouts. Au final on arrive à 500 pages, donc 300, 400, 500 pages. Donc ces attentats, en fait, ils ont été là pour faire pression sur la famille grand-ducale et pour terroriser la population et désorganiser les services de police. Alors, ce qui s'est passé, que ça a très bien fonctionné, puisque la gendarmerie luxembourgeoise a été dissoute, il n'y avait plus que le service de police. Mais il y a une investigation qui a commencé avec un juge d'instruction qui était le juge Prosper Klein. À l'époque, il y avait Jean-Claude Juncker était déjà ministre. Alors, je sais pas s'il était Premier ministre ou s'il était seulement ministre à l'époque, je me souviens plus. Et il était parfaitement au courant puisqu'il était dans le complot, dans la conjuration. Alors, ce qui s'est passé, c'est que Camille a décidé de témoigner auprès des services de renseignement luxembourgeois. Il était entendu par quelqu'un des services de renseignement luxembourgeois. Et d'autant plus facilement que son premier amoureux était le greffier en chef de la Chambre des députés, et donc est chargé du protocole auprès de la cour grand-ducale, la cour royale donc. Donc il avait ses entrées dans tous les ministères, etc. Et il avait apporté son témoignage, on lui a dit de rien dire à personne, mais que le temps venu, s'il y aurait un procès, ça serait fait. Or le procès, il a mis 28 ans à venir. Et au bout de 28 ans, en fait, les services de renseignement luxembourgeois se sont inquiétés parce que si Camille avait témoigné sur Monsieur Kramer, donc cet argent des pays de l'Est. D'ailleurs, le fils de Kramer est venu témoigner que c'était son père qui avait fait les attentats, mais cette piste n'a pas été retenue par la justice faute de preuves. Mais si Camille avait témoigné, justement, c'est la thèse de l'OTAN et de l'implication de Jean-Claude Juncker, le président de l'Union européenne, qui aurait été retenue. Et c'est ce que voulaient absolument pas les services secrets américains et luxembourgeois. Donc, ils m'ont contacté pour me demander de faire pression sur Camille pour ne pas témoigner. Je l'en ai informé Camille en disant que ce serait mieux pour lui qu'il ne témoigne pas, mais il s'est entêté. Il a voulu témoigner. Il en a parlé plusieurs fois près de son téléphone parce qu'ils ouvrent le téléphone à distance. C'est-à-dire si vous n'éteignez pas votre téléphone et même si vous n'enlevez pas la batterie, on peut activer le micro de votre téléphone à volonté à distance avec un logiciel. Donc ça va pour les téléphones fixes comme les téléphones portables. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est entêté et ils ont commencé donc à émettre des suggestions sur le personnel, sur moi, pour créer des conflits sur son frère. Alors moi j'ai tenu le choc, mais par contre son frère qui était cupide et qui avait envie, qui n'assumait pas publiquement d'avoir un frère homosexuel qui en plus avait adopté son amant, Camille m'avait adopté donc comme il n'y avait pas de mariage gay et comme il voulait me sécuriser par rapport à sa famille, en fait il avait décidé de m'adopter. Et à Luxembourg, ça se faisait couramment. Quand il y avait une différence d'âge d'au moins 15 ans, les tribunaux savaient qu'on était des couples gays et faisaient l'adoption systématiquement. Alors ça a beaucoup emmerdé son frère qui attendait après l'argent et qui attendait tellement après l'argent qu'une fois où Camille était malade, il a été hospitalisé. Ils ont pensé que Camille allait y rester à l'hôpital et ils sont venus me sortir de la maison Manu Militari. Donc j'en ai informé Camille, j'avais filmé la scène et donc Camille avait donc décidé de m'adopter pour me protéger. Alors j'étais pas chaud, j'ai mis 6 mois avant de dire oui, mais bon Camille quand il voulait quelque chose c'était difficile de lui dire non. Donc j'ai fini par céder en lui disant bah t'en assumeras la responsabilité et pas moi, puisque c'est de force. Et donc, ce qui s'est passé en fait, c'est que donc pour revenir à l'histoire, j'ai dit à Camille, ça serait mieux pour toi que tu ne témoignes pas. Et alors ils ont commencé à suggestionner son personnel de façon négative. Et moi, par exemple, je me suis aperçu à cette époque-là parce que je connaissais déjà le matériel psychotronique qu'il me suggestionnaient. Par exemple, il me disait Pascal tue Camille, Camille tue Pascal. Il le passait tout le temps en permanence par son téléphone portable. On avait eu un piratage du boîtier Wi-Fi à la maison et de notre compteur électrique de la maison où ils avaient posé un diffuseur d'infrasons sur le compteur électrique de la maison. Donc j'explique toute cette technologie et je donne les brevets de cette technologie dans mes livres, dans mes 3 livres sur la psychotronique et même dans mes livres sur l'affaire du crime de Hasselt. Et puis finalement, ils ont suggestionné Camille. Il était de plus en plus perturbé d'un point de vue psychologique, il piquait des colères. Donc les 6 derniers mois où j'ai vécu avec lui, c'était un petit peu difficile parce qu'il était tout le temps dans un état colérique, très jaloux, très possessif. Alors j'avais repris des cours à l'université en même temps, et puis comme je voyais que la situation était périlleuse, j'avais repris une activité à côté. Donc j'avais une activité à mi-temps à côté,
et puis après à plein temps même, et en même temps l'université. C'est ce qui faisait que je rentrais à la maison pour dormir, on se voyait 2 heures le soir. Tout le week-end, je passais mon temps à continuer à gérer à l'aider à gérer ses affaires. Et puis voilà, donc il y a quand même un espace qui s'est créé entre tous les deux, ce qui était plus gérable par rapport aux suggestions qui étaient faites. Et puis comme ça, l'opération de la police luxembourgeoise n'a pas fonctionné, ils ont suggestionné le frère. Alors le frère était de plus en plus présent, et puis il a commencé à le faire boire, ce qui a généré quand même pas mal de problèmes. Et après, on l'a vu au niveau des analyses chimiques et sanguines du sang de Camille, il l'a drogué. Donc, par exemple, la nuit où il a été tué, il avait plusieurs grammes de cocaïne qui avaient été absorbés. Alors moi, j'ai jamais vu Camille drogué. Bon, il buvait un petit peu, il aimait bien boire, mais je l'ai jamais vu prendre de la cocaïne. Et en fait, on sait que c'est son frère qui l'a drogué avec de la cocaïne, ce qui explique le comportement complètement irrationnel et aberrant de Camille la dernière année et demie avant sa mort, et que son frère l'a drogué à la cocaïne. Et d'ailleurs, il en a fait lui-même l'aveu, puisque personne n'était au courant que Camille était sous cocaïne, sauf lui. Et lorsque la police l'a interrogé, il a dit « Vous allez trouver du sang dans le corps de Camille parce que Pascal le droguait à la cocaïne. » Or moi, ça faisait 1 an et demi que je vivais plus avec Camille. On se voyait régulièrement. Je voulais pas aller à la maison parce que j'avais peur qu'il me saute dessus, parce qu'il était toujours très amoureux. Donc on se rencontrait toujours à l'extérieur au restaurant, ou alors il venait chez moi à Metz. Et donc je lui faisais tous ses courriers, toutes ses affaires, etc. Mais en règle générale, c'était plus simple pour moi j'étais directeur d'une grande surface. J'étais devenu directeur de grande surface spécialisé. Et donc c'était plus simple pour moi d'aller dans la cafétéria à côté, de prendre 4 ou 5 heures le dimanche matin, d'arriver à 10 heures, de déjeuner avec lui dans la cafétéria et rester jusqu'à 4-5 heures de l'après-midi dans la cafétéria, de lui passer tous ses papiers, etc. Puis ensuite de rentrer à la maison. Donc moi j'avais un nouveau compagnon et qui était un petit peu jaloux aussi, donc ça permettait en fait de temporiser les choses et de pas me retrouver dans une situation où j'aurais pu être agressé sexuellement. Si tant est qu'il l'aurait fait, mais bon, le connaissant, voilà. Et puis donc on est restés très très bons amis, mais son frère continuait à le droguer, à faire du bourrage de crâne, etc. Et plus le moment du procès est approché, hein, le procès des attentats terroristes, et plus son frère a eu un comportement de plus en plus offensif, de plus en plus agressif. Il a demandé à ce que Camille lui fasse un testament, etc. Il se répandait en diffamation contre moi autour de plusieurs personnes. Et plusieurs fois, donc ce qui se passait, c'est que le samedi soir, je laissais ma Jaguar devant le magasin. Je rentrais avec mon compagnon chez moi, puisqu'on vivait ensemble. Et puis le lendemain matin, je venais en taxi jusqu'à Luxembourg. Je faisais tous les documents de Camille et je rentrais avec ma Jaguar. Donc et puis le mardi, lundi c'était fermé, le mardi je retournais travailler. Donc pour moi c'était bien, je laissais ma voiture à Luxembourg le samedi soir, j'avais pas besoin de faire un aller-retour. Et plusieurs fois ma voiture elle avait été dégradée, donc tout le côté rayé, les pneus crevés, j'avais pratiquement un pneu crevé toutes les semaines. Donc c'était un peu emmerdant quoi, et donc j'ai décidé donc on avait mon compagnon, il était cadre supérieur dans une banque, mon nouveau compagnon, et avant il avait eu un restaurant, une pizzeria en plus de son travail, et il avait un de ses employés de la pizzeria qui lui rendait toujours des services, qui lui faisait de l'électricité, qui lui faisait de la maçonnerie, qui était quelqu'un qui avait des mains en or pour le bricolage, qui avait d'ailleurs rénové sa propre maison. Et puis donc je l'ai payé pour surveiller ma voiture. Donc il a planqué tout le samedi soir, une partie de la nuit jusqu'au dimanche matin. Et bon, ça m'a coûté 600 €. Hein, et donc il a filmé et on a vu que c'était donc le frère qui venait dégrader ma voiture. Voilà. Donc évidemment j'en ai informé Camille. Et puis les jours ont passé, la relation était sympa, était cool. Camille m'avait proposé de mettre fin à l'adoption, c'est pourquoi j'étais d'accord, et puis on avait donc décidé de trouver un accord. Alors le fait est, c'est que il y avait beaucoup de choses que Camille avait achetées et qu'il avait mis à mon nom pour des raisons fiscales, donc il fallait que je lui restitue ces choses-là. Mais les choses étant restées chez lui, en fait, on avait des choses juridiques à régler et qui devaient se faire dans le dos de la justice. Donc on avait simulé un accord sur 200 000 € pour gérer ce problème en fait de retransfert de propriété, parce qu'il avait des choses dont il était propriétaire qu'il avait chez lui mais qui étaient à mon nom. Donc moi je pouvais les réclamer juridiquement, ce que je n'ai jamais fait, j'en avais pas envie. Et donc ce qu'il fallait faire, c'est pour que ça revienne sa propriété, il fallait qu'il y ait un acte juridique.
pour pas que ça passe pour ce que c'était, c'est-à-dire de la fraude fiscale, en réalité, de la dissimulation fiscale. Donc c'était pas véritablement de la dissimulation, c'est pas vraiment de la fraude fiscale. Disons que c'était une opération juridique qui était destinée à dissimuler une partie de son patrimoine, qui était du patrimoine mobilier, qui de toute façon ne serait pas fiscalisé. Mais ça, c'était quand même une opération juridique qu'il m'avait demandé de faire, que son comptable m'avait demandé de faire. J'étais pas trop chaud, mais bon, Camille, c'était difficile de lui dire non, donc je lui ai dit, écoute, on le fait, mais t'en assumeras la responsabilité. Donc on avait trouvé un accord sur ça, et donc voilà, donc tout était prêt. Or, depuis un mois avant la mort de Camille, j'avais eu plusieurs fois des rêves assez inquiétants avec lui, même si j'éteignais mon téléphone la nuit, le wifi, même quelquefois ça m'arrivait d'éteindre l'électricité de la maison. J'ai dit, écoute Camille, plus on approche du procès, plus c'est tendu, les flics sont complètement hystériques, il avait eu plusieurs problèmes en voiture, plusieurs voitures avaient essayé un camion avait essayé de le mettre dans le décor, puis après c'était une voiture, il avait eu une intrusion à la maison, il se sentait menacé. Et d'ailleurs, il m'avait dit, tu sais, si un jour je suis tué, ça devra pas t'étonner. Je lui ai dit, bah écoute, alors prends la décision de pas témoigner, dis-le publiquement, et puis c'est tout. Hein. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'un week-end, en fait, j'avais prévu d'aller en Normandie avec ma tante et avec une amie luxembourgeoise et mon nouveau compagnon. Donc, on est partis tous les quatre ensemble. Et c'est ce week-end donc Camille a été tué donc dans son lit. Il a été drogué avec de la cocaïne, donc il est mort d'une overdose et ensuite il était sans doute encore vivant cliniquement. Et donc soit son frère, soit une personne du service de renseignement l'a achevé à la hache. Et ensuite c'est horrible hein, mais bon c'est comme ça. Et après il y a tout un rituel qui a été fait autour pour m'accuser. Alors malheureusement pour la police et heureusement pour moi, moi j'étais en Normandie. Et le rituel, il m'accusait de façon tellement caricaturale, c'était tellement débile que, en fait, le scénario qui avait été monté par la police et le frère est tombé. C'est-à-dire, ce qu'ils voulaient, c'est que j'ai pas d'alibi et que la mort de Camille me soit imputée et que tout le rituel qui avait été autour m'accuse moi. Donc, il y a plein d'éléments par rapport à mes croyances, par rapport à mes livres, par rapport à mes publications. Bon, ça a été fait par un policier luxembourgeois, donc le niveau intellectuel déjà là-bas, c'est très bas dans la police. Et dans les services de renseignement, généralement, c'est les pourritures, les fils de pute et les abrutis qu'on met dans ces services-là, parce qu'on a besoin de chiens. Ils sont les rats de l'humanité, c'est les services de renseignement. Il y a pas plus fils de pute, dégénérés, fils d'alcoolique de merde. C'est vraiment la sphère de l'antéchrist. Il y a pas plus, les gens voient à travers James Bond, mais quelqu'un qui travaille pour un service de renseignement, c'est une sous-merde. C'est une sous-merde génétiquement, c'est une sous-merde socialement, c'est une sous-merde intellectuellement, c'est une sous-merde, ces personnes-là, c'est les chiens, c'est la sphère de l'antéchrist. Il n'y a pas plus, moi j'en ai connu pas mal, des gens de ces services-là, c'est des crevards. Et donc le crevard, avec ses capacités intellectuelles limitées, donc il a tué Camille, avec le frère, avec ou sans le frère, ou le frère tout seul suggestionné, ou le flic l'a fait. Et donc ils ont écrit des choses avec ils ont écrit les choses avec du sang, je crois. Ils ont écrit pédophile, ils ont mis un couteau, des croix, enfin il y a tout un rituel qui a été fait. Et ce rituel, en fait, immédiatement, lorsque la police est venue, le frère a raccroché tout le rituel avec des éléments clés, soit de mon travail intellectuel de mes livres, soit des épisodes qu'il y avait eu avec Camille. Alors, oui, c'est Pascal, c'est qui a traité Camille de pédocriminel, de pédophile, il a écrit comme ça, etc. Dès que les flics sont arrivés, il a expliqué tout le rituel qui accuserait Pascal. Donc c'est Pascal, il est venu la nuit, il a fait ça, etc. Donc les flics tout de suite, non, c'est bouger. La police luxembourgeoise, s'il y a des bons juges au Luxembourg, la police luxembourgeoise, c'est la poubelle de la société luxembourgeoise. Comme partout, hein, les flics généralement, quand on devient flic, c'est la dernière étape avant la tôle. Donc, et alors je vais un peu vous faire le portrait psychologique de l'enquêteur en question, parce que alors c'est gratiné. Et donc il allait pas travailler, on lui donnait tout rôti dans le bec, donc il a construit un dossier d'accusation autour de moi. Manque de peau pour lui, j'étais en Normandie, j'y étais non seulement avec ma tante qui était âgée et mon compagnon, qui à la limite pouvait me fournir d'alibi, mais j'étais avec une dame qui était de la famille la plus riche de Luxembourg, donc la plus grosse fortune de Luxembourg dans le commerce. Cette dame-là, elle était avec moi en Normandie. Et elle pouvait témoigner de tout ce que j'ai fait. D'ailleurs, tous les endroits où je suis allé ont été filmés. Je suis allé au casino, je suis allé au restaurant, etc. À chaque fois, il y avait des vidéos à la banque et la police a récupéré les vidéos partout. Donc, ils avaient bien la preuve que pendant ces 3 jours, 4 jours, j'étais tout le temps en Normandie et que j'avais rien à voir dans l'assassinat de Camille. Alors, ça n'a pas fait les affaires de la police luxembourgeoise, tout simplement que
parce qu'ils n'ont pas pu m'arrêter tout de suite. D'autre part, lorsque je suis revenu à Luxembourg, j'ai téléphoné à la police pour savoir ce qui se passait parce que je voulais récupérer le corps de Camille pour pouvoir l'enterrer. La police a refusé de me donner son corps, ils avaient donné le corps au frère. Et non seulement, moi, je voulais avoir une autopsie sûre de Camille et éventuellement une contre-autopsie pour savoir exactement ce qui s'était passé. Et mon intuition, elle était bonne puisque l'autopsie a été falsifiée par la police luxembourgeoise. Et d'ailleurs, ça a été démontré au tribunal dès la première instance où le médecin légiste est venu lui dire que le policier enquêteur, le commissaire Christian Kiefer qui était sur l'enquête, lui a demandé de falsifier l'autopsie, c'est-à-dire de changer l'heure du décès, de rajouter 2 heures avant et 2 heures après sur l'heure de décès afin d'avoir un cadre plus large. Alors tout simplement parce que le dossier, comme immédiatement le service de renseignement savait que j'étais en Normandie et que ce qu'ils avaient monté ne fonctionnerait pas, tout de suite ils sont partis vers une alternative qui était l'assassinat. Et donc maintenant que vous savez que je suis pas le meurtrier au premier degré qui a tué, je vais vous démontrer comment ils sont passés à un deuxième scénario qui était de faire croire que j'avais commandité un assassinat et comment ce dossier a été construit par le commissaire Christian Kiefer et la personne du service de renseignement qui suggestionnait. Alors comment le dossier de l'assassinat a été monté? Ben tout simplement, donc aux premières heures de l'enquête, l'enquête a été entièrement construite pour un crime au premier degré qui serait imputable à Pascal. Donc la façon, Camille a été droguée avec de la cocaïne, je résume, il y a un rituel qui a été monté autour de lui. Dès que la police est arrivée, son frère est arrivé, a découvert le corps, a attendu 45 minutes, il est resté 45 minutes dans la maison sans rien faire, puis a appelé la police est venue au bout de 11 minutes. D'ailleurs, il n'était pas tout seul, il a fait venir un des autres de ses frères et son fils. C'est-à-dire, il a découvert Camille qui était mort, au lieu d'appeler la police et l'ambulance, il appelle son fils. Donc, son fils est venu, ils sont restés ensemble 45 minutes. Donc, est-ce que c'est eux qui ont construit le rituel accusatoire ou est-ce que c'est pas eux? On ne sait pas. Mais en tout cas, ce rituel, il a été fait pour m'accuser. Alors, ce qui est apparu dès les premières heures de l'enquête, c'est que le service de renseignement a avisé la police luxembourgeoise, donc l'enquêteur Christian Kiefer qui était sur le dossier, que il fallait m'accuser de meurtre au premier degré, mais que j'avais un alibi et qu'ils ne savaient pas dans quelle mesure ils allaient pouvoir faire tomber mon alibi. Alors l'aveu que ça avait été fabriqué, il a été donné par la police française dans l'émission Faites entrer l'accusé, où le commissaire Christian Molinier de la police judiciaire, Molinier ou Molinette, je sais plus comment il s'appelle, le petit là, le nain, de la police judiciaire de Versailles, donc dit à France 2, on a tout vérifié. Mais la journée, je lui demande, mais pourquoi est-ce que vous êtes focalisé sur lui? Et il lui dit, parce qu'on nous a dit que c'était lui. Donc on a tout vérifié. Il dit, on a vérifié les locations de voitures, dit-il, les locations de motos. Alors, il nous a épargné les trottinettes, les skateboards et les patinettes. Enfin, il y a quand même 1000 kilomètres d'un côté, 600 kilomètres aller, 600 kilomètres retour. Donc c'était difficile en une nuit. Et ensuite, il dit, on a tout vérifié, les locations de voitures, etc., les péages, et il dit, même les avions et les aéroports. Alors, il faut savoir que j'ai un brevet de pilote d'hélicoptère, donc ça expliquerait pourquoi ils ont vérifié. Mais enfin, vérifier jusque les aérodromes où il y avait des avions, c'était assez curieux, assez ridicule. Donc presque il aurait vérifié les fusées aussi parce qu'il fallait que ça soit moi évidemment. Et comme le dit d'ailleurs ce policier qui vraiment il passe pour un crétin et je crois qu'il a pas fait beaucoup d'efforts pour passer pour un crétin. Il s'est montré tout à fait au naturel. Et donc le type raconte que quand il est venu m'interpeller, donc j'étais interpellé à Versailles au bout de 3 mois, il me reposait les mêmes questions, etc. Et moi je lui ai dit, moi j'ai rien à voir, hein, voilà. Donc la police a essayé luxembourgeoise avec cet enquêteur a essayé de monter le scénario de l'assassinat tout de suite, hein, dès les premières heures de l'enquête, puisqu'ils savaient que j'étais en fait en France et que donc j'avais un alibi et que leur accusation allait tomber. Donc ils ont essayé d'avoir une alternative qui était l'alternative de l'assassinat. Donc il n'y avait pas beaucoup de personnes dans mon entourage qui pouvaient accuser. Donc comme ils savaient que j'avais payé un garçon pour observer ma voiture et filmer ma voiture, ils se sont dit, dans les tests de psychotronie, les tests de comportement, on peut arriver à illusionner le juge. Donc immédiatement, le commissaire Christian Kiefer a demandé au médecin légiste allemand de trafiquer l'heure du décès. Donc on sait précisément l'heure de décès à 10 minutes près et on rajoute toujours 15 à 20 minutes au cas où. Sauf que lui, il a demandé de rajouter 2 heures avant et 2 heures après pour avoir le plus large possible. Ensuite, il a monté son dossier d'assassinat
Et il a accusé donc l'ancien employé, l'ancien électricien et maçon de mon nouveau compagnon, et c'est lui qui a été accusé. Et on m'a accusé Jérémy d'avoir servi d'intermédiaire et moi d'avoir financé, d'avoir commandité l'assassinat. Alors ce qui est amusant dans cette histoire, pour autant qu'il y ait quelque chose d'amusant dans cette histoire, c'est que lorsque la police m'a arrêté, ils m'ont dit « On sait que vous n'avez rien à voir là-dedans, on sait que c'est pas vous, que vous l'avez pas tué, que vous n'avez pas commandité. » Donc c'est la police française et la police luxembourgeoise qui m'ont dit ça, à Versailles. Mais par contre, on a toutes les preuves que c'est Jérémy et vous devriez vous méfier de lui parce qu'il vous a fait un enfant dans le dos avec Charles parce que lui voulait l'héritage de Camille. Alors j'ai dit, écoutez, c'est ridicule. Jérémy et moi, on avait une maison ensemble qui valait 550 000 euros. On a acheté une maison au Canada qui vaut 160 000 euros. On a 4 fois l'argent dont on a besoin pour aller vivre au Canada. Moi, ma famille m'a proposé de me donner 100 000 euros aussi. Donc je trouve ça dingue. Et d'autre part, si Camille était décédée, avant que la succession, j'hérite de Camille et que la succession soit réglée, il faudra au moins 3 ou 4 ans avant que j'ai un centime. Donc c'est complètement stupide, c'est débile comme histoire. Ah non, il l'a tué pour avoir l'argent, vous avez un mobile, votre migration au Canada, et puis c'est lui qui l'a fait, il vous a fait un enfant dans le dos. Alors, ça m'a semblé un peu curieux, on m'a fait écouter des enregistrements téléphoniques, on m'a montré toute une liste d'appels téléphoniques, etc. On m'a fait écouter des conversations téléphoniques, sauf que tout était faux, c'est-à-dire c'était des faux listings d'appels téléphoniques et les communications téléphoniques qu'on m'a fait écouter, c'était des montages. C'est-à-dire que le service de renseignement luxembourgeois avait fabriqué des fausses conversations téléphoniques. Donc moi je suis rentré en prison avec des doutes sur mon compagnon, on était chacun à l'isolement, et puis la police m'a mis la pression jusqu'à ce que je doute, etc. Il me passait ça 24 heures sur 24, j'ai fini par avoir des doutes. Et puis à l'intérieur de la prison, il y a des gens qui s'inquiétaient pour mon état de santé parce que j'étais de plus en plus faible, j'ai fait un accident vasculaire cérébral. Et puis au bout d'un moment, j'étais tout le temps appelé devant le juge d'instruction, puis au dernier moment, il voulait pas me voir. Donc on me faisait une vie infernale à l'intérieur de la prison. Et puis je me suis dit, bon, il faut que je lâche du lest. Alors j'ai dit au juge, oui, effectivement, la police m'a dit ça et ça. Ok, alors ça m'étonnerait, mais bon, oui, il y a un point d'interrogation. Et là, ça a été monté en épingle à cheveux. Le procès verbal d'audition du juge d'instruction a été falsifié avec des fausses déclarations. Et la preuve, c'est que les signatures qui apparaissent en bas du procès verbal d'audition par le juge d'instruction, où ils me font accuser Jérémy, sur chaque page, c'est exactement la même signature. J'ai demandé l'original, les originaux étaient perdus. Ça veut dire que la justice, le service de renseignement luxembourgeois a fait un faux en écriture, un faux procès verbal d'audition devant le juge d'instruction. Vous voyez jusqu'où ça va. Et le juge d'instruction et les juges d'instruction, ils sont des lâches, sont des carriéristes, donc c'est passé comme une lettre à la poste. Sauf que le juge d'instruction qui était chargé de l'affaire, elle a eu mauvaise, il a donné sa démission pour aller travailler dans un tribunal civil et que c'est le juge d'instruction principal qui s'est chargé de mon affaire. Et le type, il a des casseroles, il a été poursuivi par des magistrats, il a des problèmes de mœurs, etc. Bon, c'était clair que c'était un homme de paille. Donc voilà, donc ce qui s'est passé, c'est qu'on est arrivé au tribunal en première instance et pendant 5 semaines, j'ai vu le commissaire Christian Kiefer qui avait entièrement falsifié le dossier et qui mentait. Et le juge qui voulait rien savoir. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le juge qui m'a condamné à perpétuité au bout de 5 semaines en première instance, c'est lui qui était le juge d'instruction dans l'affaire des attentats terroristes. Donc, le mec, il a saboté l'enquête des attentats terroristes et c'est lui qui se retrouve mon juge devant une chambre criminelle, un genre de cour d'assises en France. C'est exactement le même juge. Très curieux, hein. Donc, évidemment, le mec, on l'avait chargé de me mettre au frais pour que je témoigne pas pendant les procès des attentats terroristes. Donc, ça a bien fonctionné puisque j'ai demandé à témoigner et j'ai pas été écouté. Ce qui s'est passé, donc, c'est que pendant 5 semaines, j'ai très bien compris que c'était une tartufferie. Donc, ce que j'ai voulu démontrer, c'était que le policier était un crétin, homophobe, antisémite, et xénophobe. Et j'ai pas arrêté de le provoquer, de le ridiculiser pendant 5 semaines. Et le mec, il a complètement pété les plombs jusqu'à faire un geste vers moi pour me foutre son poing sur la gueule. Le tout devant tous les journalistes du pays et d'Europe même. Donc c'était assez amusant. Et quant au juge, il n'a pas arrêté de hurler, de menacer les avocats, de faire des blagues en mauvais latin, de se croire spirituel. Mais en fait, le public n'arrêtait pas de rire en permanence, mais de se payer la gueule du juge. Donc il a eu tellement mauvaise, c'est qu'en l'absence de preuves, et bien que la médecin légiste a dit que le rapport de médecine légale a été falsifié et j'ai quand même été condamné à perpétuité sans preuve. Et même avec des preuves contraires. Alors ce qui s'est passé en appel, c'est que ça avait fait tellement le show en première instance
les associations homophobes contre l'homophobie étaient venues, Amnesty International, enfin, c'est une affaire qui a fait grand bruit. Et lorsque j'étais en appel, ça a duré 3 jours. Ça a duré 3 jours, pourquoi? Parce qu'on a pris l'emploi du temps de la personne qu'on avait accusée d'avoir assassiné Camille, Monsieur Colbert, et puis on a vu que matériellement il n'avait pas le temps. Et que on était arrivé à faire croire qu'il était assassin parce que le rapport de médecine légale et l'heure du décès avaient trafiqué à la demande du policier Christian Kiefer. Et d'ailleurs, le médecin légiste est venu témoigner que le policier avait fait pression sur elle pour modifier l'heure du décès. Donc le juge a pris tout simplement l'heure du décès, a regardé la dernière heure où le présumé meurtrier s'était connecté sur Internet, il y avait des témoins, etc. Donc on savait la vie qu'il avait vécue. Et puis on s'est aperçu que pour partir de chez lui en Allemagne, aller chez Camille, tuer Camille, faire le rituel et re-rentrer chez lui, il aurait 5 minutes. Donc comment quelqu'un peut faire 70 km, tuer une personne, faire un rituel dans une maison qu'il connaît pas en plus, une personne dont il ne sait rien, et le faire en 5 minutes. Donc évidemment, c'est tombé tout de suite. C'est-à-dire que si le juge d'instruction s'était intéressé dès le début à ce que disait le médecin légiste, et si les juges de première instance s'étaient intéressants à ce qu'il disait le médecin légiste, le policier Christian Kiefer aurait été démasqué pour obstruction à la justice. Il aurait été d'ailleurs inculpé et écroué. Alors c'est ce que j'ai demandé. J'ai demandé son inculpation au parquet pour obstruction à la justice, faux usage de faux, accusation calomnieuse, sauf que le ministre de la Justice m'a dit la chose suivante: dès comme lui, on en a plein à la police, hélas, on doit faire la police avec Luxembourg ce qu'on a, et on a que de la merde, texto, hein. Et donc, il est luxembourgeois, on peut pas l'envoyer sur la Lune, donc on va le mettre dans un placard, et ils l'ont mis dans un placard à la police des polices, où il est chargé d'inquiéter sur les policiers corrompus. Et d'ailleurs, en matière de policiers corrompus, il a une expérience personnelle qui est tellement importante que je pense qu'il est particulièrement compétent pour dire ce qu'est un policier corrompu, un policier qui ne respecte pas les règles déontologiques. Alors j'ai attiré l'attention du parquet de Luxembourg sur plusieurs faits. C'est les liens incroyables entre le frère de Camille et ce policier, puisqu'on lui avait laissé les clés de la maison, que le frère de Camille, donc non seulement a piqué tous les meubles de la maison, y compris les miens et mes affaires personnelles, et les a vendus. Ensuite, a démonté la maison jusqu'à ce que la maison menace de ruine. Et le juge d'instruction, Ernest Niels, pour couvrir le policier, a ordonné, et le frère a ordonné la destruction de la maison. C'est-à-dire que lorsqu'on a demandé qu'il y ait de nouvelles expertises ADN qui soient faites, la maison, elle avait disparu. Elle avait été détruite à la demande du juge d'instruction pour couvrir les vols du frère et la faute professionnelle du policier Christian Kiefer. Donc c'était assez intéressant de présenter tout ça en appel. Les juges d'appel ont compris tout de suite ce dont il s'agissait. Ils ne se sont pas laissés intimider. D'ailleurs, le juge que j'ai eu en appel était le fils d'un premier ministre luxembourgeois. C'est quelqu'un qui était connu pour son intégrité, ainsi que les 2 juges assesseurs étaient parfaitement connus pour leur intégrité professionnelle. Et ils m'ont acquitté tout de suite en 3 jours et j'ai pu rentrer à la maison. Sauf qu'en attendant, j'avais passé 4 ans en prison. Et chez les arrivants, ce qui n'est jamais arrivé, tout simplement parce que la police luxembourgeoise a accès au matériel psychotronique de la prison de Strassig et torture les prisonniers avec des micro-ondes et du voice to school. Donc je vous ai expliqué dans mon livre cette technologie. Donc voilà ce qui s'est passé. Voilà comment toute cette affaire a été montée par le service de renseignement luxembourgeois et par le frère. Il faut savoir que le frère a hérité de 4 millions d'euros de Camille. J'ai donc porté plainte contre lui pour assassinat et accusation calomnieuse à mon égard, puisqu'il m'avait accusé d'avoir tué Camille, et que le parquet a classé sans suite parce qu'il a plus de 75 ans et qu'il n'est pas pénalement responsable. Donc voilà comment ça se finit l'affaire du meurtre à la hache de Hasselt. Il se termine par un dossier où on sait que c'est le frère et le service de renseignement luxembourgeois qui ont assassiné Camille. On sait que 3 personnes ont été mises en prison pour rien. Et pire, il y a une personne qui a été citée dans l'enquête, un témoin, et la police l'a tellement menacée qu'elle s'est suicidée dans son grenier. Le problème, c'est que dans la lettre qu'elle laisse, elle s'accuse d'avoir menti à la demande du policier en question, et elle va ensuite se pendre dans son grenier dans des conditions qui sont tout de même assez suspectes. Donc, est-ce qu'elle a été assassinée par la police luxembourgeoise,
ou est-ce qu'elle a été poussée à se suicider parce qu'elle avait peur des conséquences en allant chez le juge d'instruction? Peut-être il la faisait chanter. En tout cas, sa lettre, elle est claire. Dans sa lettre, elle demande pardon. Elle dit qu'elle a menti et elle met en cause la police judiciaire de Luxembourg. Alors, ce qui s'est passé après cette enquête, c'est que les 6 policiers de la section homicide de la police judiciaire de Luxembourg ont été remerciés, les 6. 2 étaient stagiaires et ont pris la porte. 2 ont été mis au placard et 2 ont été mutés et 2 ont été renvoyés de la police. Voilà. Donc voilà comment se termine cette affaire. Les gens, grâce à France 2, à Énergie 12 en France, les gens ont compris que c'était une affaire qui avait été montée. Et je remercie d'ailleurs France 2 de m'avoir donné l'opportunité d'expliquer ce qu'était du matériel psychotronique. France 2 l'a fait d'autant plus parce que la société de production du 21 juin avait été menacée par le service de renseignement luxembourgeois, me l'a dit. Donc une personne du service de renseignement luxembourgeois avait menacé les journalistes en leur disant que si ils ne leur obéissaient pas, ils n'auraient plus jamais d'autorisation de tournage à Luxembourg. Et donc les journalistes étaient revenus dégoûtés et ils ont décidé donc d'expliquer la vérité, c'est-à-dire non seulement que j'étais innocent, mais que toute l'affaire avait été falsifiée par la police de façon grotesque, et d'ailleurs ils ont été présentés comme des guignols par France 2, et de parler du matériel psychotronique. Et vous remarquez que c'est le seul fait entrer l'accusé qui n'est pas présent sur YouTube et qui a systématiquement été censuré. Lorsqu'il a été mis en ligne par France 2, il a fait 1,5 million de vues en quelques semaines, en quelques mois, et ensuite il a été retiré et vous ne retrouverez ni à la télévision, alors c'est reparti dans des chaînes étrangères, ça a été parfois distribué, par exemple chez Discovery, je sais que c'est passé au Liban, mais en France, c'est repassé quelquefois parce qu'il y avait un contrat avec la télévision, avec la France 2 et les éditions, la société de production du 21 juin. Mais sur YouTube, ce film a disparu. Le seul qui reste, c'est celui d'Énergie 12. D'ailleurs, je vous mettrai le lien en dessous. Donc voilà pour mon affaire, voilà comment ça s'est terminé pour moi. Sauf que pendant 4 ans, j'ai fait un accident vasculaire cérébral. J'ai été irradié avec du micro-ondes, j'ai été soumis à du matériel psychotronique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, particulièrement les 3 premières années où le policier Christian Kiefer avait accès au matériel et s'est livré à des tortures. Alors bien sûr, je peux pas en apporter la preuve parce que c'est fait lâchement, on est en face de nous des gens qui sont des lâches, hein. Il n'y a pas plus lâche que les services de renseignement, hein. Ce sont des gens qui travaillent dans l'illégalité et le meurtre, et quand bien même vous avez des preuves contre eux, en fait, ils paralysent les services de justice et les services de police. Donc les chiens de l'histoire, les menteurs, des voleurs et des assassins, ce sont nos services de renseignement qui sont payés avec vos impôts. Donc je pense que si un jour il y a une synarchie qui revient, la première chose qu'on fera, c'est de rassembler tous les gens des services de renseignement et de les fusiller. Et je pense que c'est sans doute la seule exception. Je suis une personne pacifique et paisible, mais je pense qu'il y a 2 catégories de personnes qui doivent être attrapées et fusillées. C'est l'intégralité des membres des services de renseignement dans tous les pays du monde entier et les psychiatres de l'éducation nationale, en particulier en France, pour le mal qu'ils ont fait à nos peuples. Donc, le procès de Nuremberg, c'était une comédie, donc vous attendez pas un procès de Turin ou de quoi que ce soit, c'était une comédie. Le procès de Nuremberg, c'est 6 personnes qui ont été condamnées et qui n'ont pas fait leur peine de prison jusqu'au bout. Donc, le résultat de l'Allemagne nazie, c'est que personne n'a été condamné et ils le savent très bien. Et d'ailleurs, on me l'a dit, Kiefer me l'a dit, le policier Christian Kiefer, lorsque je lui ai dit qu'un jour il y aurait un Nuremberg, des gens comme lui, m'a ri au nez et m'a dit, de toute façon, personne n'a été condamné à Nuremberg. S'il y a eu que 6 condamnés à Nuremberg et personne n'a fait ses peines. Alors, la première rencontre que j'ai fait avec lui à la police judiciaire de Luxembourg, ça a duré environ 2h30. Je l'ai entièrement enregistré. Je mettrai sans doute un jour en ligne cet enregistrement parce que les déclarations qu'il a faites mettent en cause l'État d'Israël et un programme d'accord entre le service de renseignement de l'État sioniste et la haute direction du service de renseignement luxembourgeois. Et je trouverais que ça serait intéressant qu'il ait à s'expliquer avant de partir à la traite et en tout cas de migrer vers le Costa Rica où il a décidé de s'installer avec sa retraite de policier luxembourgeois qui, je le rappelle, gagne environ 8 000 € par mois. Voilà, c'est Pascal Tréfingui. Voilà pour cette affaire, c'était un petit peu long aujourd'hui. Je tenais à mettre les choses au point. J'ai un site internet colbert.onlc.be qui retrace toute l'affaire et tous les documents de presse. Je vous renvoie aussi à mes livres. Voilà, comme ça vous comprendrez pourquoi les trolls régulièrement viennent dire il a été condamné à perpétuité. Vous voyez à peu près le niveau intellectuel des trolls. Et ce qui est intéressant, c'est que par YouTube, et une personne que je connais, on a accès aux adresses IP et qu'un des trolls qui revient systématiquement est un policier luxembourgeois dans l'entourage du policier Christian Kiefer.
Donc vous savez parfaitement à qui vous avez affaire. Et je vous ai d'ailleurs parlé de Bleuzen, hein, qui sabote mes livres sur Amazon. Donc voilà à quoi ressemblent les services de police et la justice dans beaucoup de pays en Europe. C'est pas la peine d'aller chercher des réseaux pédophiles, des réseaux sataniques et les francs-maçons. La police est pourrie. Elle est pourrie particulièrement de sa tête vers la base, et plus on monte, et plus c'est pourri. Bienvenue dans le monde de la police. Bienvenue. Voilà. Ciao, à demain. Alors mes partenaires me demandent de faire un petit complément que voici. Alors qui est le commissaire principal Christian Kiefer? Alors il faut savoir que c'est quelqu'un dont la mère était une femme de ménage et ensuite elle faisait une ancienne profession. Tout le monde aura deviné ce que c'est. Il connaît pas l'identité de son père. Il n'a pas été élevé par un homme. Il a dit lui-même, d'ailleurs dans l'enregistrement que j'ai, que lorsqu'il était jeune, il commençait à mal virer et que contre un petit billet, il s'offrait à des vieux messieurs. Qu'est-ce qu'il nous a dit encore d'intéressant? Alors, ce que je sais sur lui, c'est qu'il a quitté l'école avant la fin de la 3e, qu'il est passé par l'armée, et qu'ensuite il a fait police, gendarmerie, retour à l'armée, etc. Ce qui montre que c'était quelqu'un qui travaillait pour le service de renseignement, donc ils ont pris quelqu'un qui a un niveau intellectuel très bas, et puis ils l'ont gonflé en lui donnant les sujets d'examen à l'avance pour avoir un homme de paille dans les services et pouvoir l'utiliser. Alors il a été utilisé dans plusieurs affaires, notamment des affaires de drogue. Savoir que Luxembourg, il y a eu une très très grosse affaire de drogue qui a impliqué la quasi-totalité des commissaires de police du pays et une ambassade étrangère. C'est l'affaire Wolf, Fernand Wolf, donc qui était un ancien garde du corps du palais grand-ducal et qui avait un poste très important à la police, aux stupéfiants, qui a organisé le trafic de drogue pendant des années, qui a arrosé l'intégralité de la police. Il y a aussi un trafic d'anabolisants. Donc, d'après la source que j'ai à la police, qui est autre que l'ancien ministre de la Justice, ils ont un dossier sur l'intégralité des commissaires et des inspecteurs du pays. Et s'ils avaient voulu faire justice, l'intégralité de la police dans l'encadrement de la police serait allée en prison. Donc voilà, bienvenue à Luxembourg. Donc il y a eu une sorte d'amnistie générale, et puis Fernand Wolf a été en prison, il est ressorti au bout de quelques années, puis il est mort dans des conditions un peu mystérieuses, après que la procédure qui le concernait devant les tribunaux a été invalidée par la Cour européenne des droits de l'homme. Voilà. Alors ce fameux commissaire Christian Kiefer, donc il est passé sur ça, puis il s'est retrouvé donc à la section homicide de la police judiciaire. Alors j'ai eu la chance, j'ai fait un appel à témoignages, donc j'ai 67 témoignages de personnes qu'il a arrêtées au cours de sa carrière, et les 67 témoignages que j'ai sont tous accablants. Donc j'ai porté plainte contre lui auprès du parquet de Luxembourg pour obstruction à la justice et corruption. J'ai notamment apporté des éléments sur la façon dont il a financé l'achat de sa maison, puisque lorsqu'il a fait son prêt à la banque, il a déclaré des revenus qui sont supérieurs à ses revenus officiels et déclarés auprès de l'administration des contributions luxembourgeoises, qui prouve bien qu'il touchait des pots de vin, et on en sait le montant exact puisqu'il l'a déclaré auprès de la banque, et que par l'entremise d'une personne, j'ai pu avoir le document et le communiquer, acquis de droit. Donc, et de toute façon, il avait aussi avoué, je vous raconterai une autre fois ma garde à vue à Versailles, parce que c'est bon en couleur. Voilà, donc homme de paille, tout à fait, schizophrène, hein, sous suggestion, quelqu'un qui a été recruté le niveau des stations sociales le plus bas, quelqu'un qui n'a absolument rien à perdre parce que même à l'usine on n'aurait pas voulu de lui. Donc c'est un guignol, hein, qu'on a mis en place et qui est maintenant à la police des polices, où il continue à être le guignol du système. Donc bienvenue à Luxembourg, hein, mais vous inquiétez pas, c'est pareil en France, hein. Les services de renseignement se trouvent toujours des guignols, et vous remarquerez d'ailleurs que j'ai été arrêté par la police judiciaire de Versailles par un individu qui s'appelle Christian Moulinette, je crois, le petit, là, le nabo, dans les mois quand je suis sorti de prison, en fait, j'ai communiqué un certain nombre d'informations concernant la police judiciaire de Versailles, puisque j'avais entendu des conversations, et que, comme on était sous psychotronique, j'étais suggestionné par dire la vérité, les policiers se sont lâchés, et que il y a eu un gros coup de fil à l'intérieur de la police judiciaire de Versailles pour du trafic de stupéfiants, du trafic d'influence et de l'obstruction à la justice. Donc, bienvenue chez les pourris. Bienvenue chez les pourris.